essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis Gosselin, écoute bien ça. Il y a des employés de certains ministères qui ont des cartes de crédit. Je viens de parler au vérificateur général. J'ai entendu ça. Au centre de service scolaire du Chemin du Roi. Les employés se sont payés des coupes de cheveux, 21 pendentifs, des pendentifs à l'effigie de Raël, je sais pas, 227 savons artisanaux. 227 savons artisanaux puis des services vétérinaires au ministère de la Sécurité publique. On a utilisé des cartes de crédit pour des soins dentaires, 928 $, ainsi que pour des vêtements et des souliers, 1487 $. Et chez Investissement Québec, tiens, tes amis, on a acheté 40 reproductions sur bois d'une artiste québécoise. Ils ont des cartes de crédit. Puis ça, c'est approuvé par en haut, là. Tu sais, un pendentif, ben oui, approuvé. Ouais, je vais quand même, au risque de me faire lancer des tomates, Richard, je vais quand même te dire que dans la liste que tu viens de me faire, il y a toutes sortes de choses. Puis pour une rare fois, je vais prendre la défense d'Investissement Québec. Tu sais, mettons, des coupes de cheveux là, et des soins vétérinaires, à moins que tu aies comme un animal de service là, dans ton ministère, là, c'est inacceptable. Ce sont clairement des dépenses personnelles. Après, si tu me dis qu'on a acheté 40 statuettes autochtones à l'effigie d'un canard, ben c'est peut-être pour une soirée ou pour redistribuer à des bons clients. Tu sais, faut séparer les choses. Là. Je pense, oui. Je veux pas qu'on se mette, puis autant je suis soucieux qu'on utilise l'argent public de manière intelligente et soucieuse. Je pense que la dernière chose qu'on veut faire en même temps, c'est de se mettre à regarder au-dessus de l'épaule de chaque fonctionnaire. Hey, les petits canards, là, as-tu commandé à la bonne place? Y aurais-tu pu les payer 3 cents moins cher? Je pense qu'il faut donner une certaine latitude pour faire confiance un petit peu. Mais effectivement, il semble y avoir une espèce de laisser aller là, en matière de dépenses, justement. Puis c'est comme la somme des petites coupures, là, des petits, comme on dit en anglais, là, 1000 cuts. Là, ça fait mal parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites niaiseries qui finissent ultimement par être... Puis tu sais, je trouve que ultimement, ce que ça révèle aussi, Richard, c'est surtout un manque, parce que là, c'est le vérificateur général, puis ça sort dans les médias, puis tu sais, c'est comme une banalisation du privilège, tu sais, je veux dire, connais-tu bien du monde, toi, Richard, que c'est leur employeur qui paye ses propres cheveux? Je veux dire, toi, là, Richard, là, t'écris dans le journal, tu passes à la télé, à la radio, t'es une personne publique, c'est-tu Dominique Plamondon qui paye tes coupes de cheveux? Non, à un moment donné, ben c'est ça, mais je veux dire, qui c'est que... T'sais, à moins d'être dans l'industrie de la coiffure, tout le monde paye son propre chat. Comme je veux dire, à un moment donné, là, c'est pas parce que c'est de l'argent public que c'est une extension de votre carte personnelle. Puis cette idée que c'est pas grave, c'est juste quelques dollars, ben encore une fois, c'est un message très nocif. Puis comme on le sait souvent, dans ces histoires de fraude à plus grande échelle dans la fonction publique, ça commence souvent par des petites choses de même. Un petit 20$, un petit 50$, ça, je me suis pas fait prendre. Puis là, tranquillement, la fraude prend de l'ampleur, puis là, si je m'appropriais ceci, cela, puis c'est souvent le début, puis ça témoigne quand même d'une culture qui est loin de celle qu'on espérerait des serviteurs de l'État, là, des fonctionnaires, c'est-à-dire une forme de vocation. Là, on demande aux citoyens de faire leur part, on répète qu'il faut contenir les dépenses, on coupe dans plein de programmes, puis après ça, on va soigner son labrador puis se faire des mèches. Honnêtement, personnellement, je suis pas trop impressionné, on va se le dire. Écoute, Francis, je vais t'amener sur un sujet. Je sais pas si tu as suivi ça, mais je vais t'expliquer parce que je vais avoir ton 5 sous là-dessus. Là. La chicane entre la directrice d'Hydro-Québec et le maire de Gaspésie. Là. Alors, on dit à la directrice d'Hydro-Québec, comment ça se fait que vous avez acheté les pales là, pour les éoliennes? On prend des pales qui sont fabriquées en Chine alors qu'il y a une usine en Gaspésie qui fabrique des pales. Vous pourrez, là, elle a dit non, c'est parce que eux autres, ils fabriquent des pales pour les éoliennes en haute mer, mais pas les éoliennes terrestres. Et là, le maire de Gaspésie dit, c'est faux. C'est faux, cette usine-là fabrique des pales pour le terrestre. Elle dit oui, OK, c'est correct, mais en Chine, ils fabriquent des pales
qui peuvent se réchauffer. C'est très bon l'hiver, alors que l'industrie, l'entreprise en Gaspésie, ils font pas des pales qui peuvent se réchauffer. Le maire de Gaspésie dit c'est faux. Les pales qu'on fabrique en Gaspésie peuvent se réchauffer. Là, tu dis tabarnouche, Hydro-Québec, là, ils s'informent-tu, ces entreprises québécoises? Ouais, écoute, j'ai pas la connaissance là, sur les pales chauffantes et non chauffantes, là, fait que je vais laisser aux experts ça, mais tu sais, bon, deux choses. C'est drôle, puis c'est un peu quasiment une continuation de notre conversation précédente. Tu te rappelleras, il y a quelques années, Hydro-Québec nous a annoncé sous M. Sebia un vaste plan d'investissement où on allait développer la capacité électrique du Québec. C'est de ça qu'on parle encore aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, on parlait de 150 à 180 milliards de dollars. Là, aux dernières nouvelles, M. Legault nous en a parlé le mois dernier, sa vision économique, etc. Là, c'est rendu 200 milliards de dollars. Puis là, tu sais, ils n'ont pas commencé, ou en tout cas très peu commencé, là, ces projets d'investissement-là. Puis, ultimement, tu sais, ça va prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Puis, un jour, tu vas voir, là, ça va pas coûter 200 milliards, ça va coûter 300 milliards de dollars. Puis pourquoi? C'est parce que, évidemment, on veut faire plein de choses. On veut faire des projets qui respectent le droit des Autochtones, puis le droit des riverains, puis on veut dédommager les municipalités, puis les MRC, puis tout ça. Puis en plus de ça, puis encore une fois, je suis très fier qu'on soit des grands producteurs de pales et autres patentes ici au Québec, mais on veut acheter québécois. Et ultimement, c'est sûr que quand tu rajoutes plein de couches de choses qui sont des exigences qui sont pas faire de l'énergie, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes des coûts. Fait que, encore une fois, je serais très favorable à ce que Hydro-Québec s'approvisionne principalement ou donne une clause favorable à des fournisseurs d'ici. Puis, est-ce que la présidente d'Hydro-Québec, là, Caroline Bouchard, son nom, est-ce qu'elle a été mal briefée, mal informée? Ça se peut. Mais encore une fois, moi, je trouve qu'on fait grand cas de cette affaire-là, alors que, ultimement, les Chinois fabriquent d'excellentes pales pour des éoliennes et si elles sont moins chères, ben, à nous de trouver des façons d'optimiser notre processus de fabrication, d'augmenter la productivité, puis de rivaliser. Parce que sinon, ben, qui paye? Ben, c'est les Québécois, tu vois. Fait je suis tiraillé parce qu'on veut maintenir ces 500 emplois-là dans cette usine de Gaspé. On veut encourager l'achat local. Ça, c'est toutes des belles choses. Mais ultimement aussi, Richard, on vient d'en parler. On ne veut pas que les employés de l'État dépensent et dilapident l'argent public à tout vent. Et donc, ultimement, est-ce que tous les Québécois doivent payer? C'est drôle. C'est drôle comme réflexion. Claudine Bouchard, son nom, excuse-moi. Donc, ultimement, elle a peut-être médit là, sur le plateau, tout le monde en parle. Mais ultimement, comme je dis, c'est pas si simple pour moi de dire on devrait tout acheter, tout ce qui doit entrer dans les projets hydroélectriques au Québec. Encore une fois, à chaque fois qu'on rajoute ces exigences-là, ça finit par ajouter des coûts. Je ne sais pas quelle est la capacité de production de l'usine de Gaspé. Est-ce qu'ils sont capables de fournir au même rythme, au même niveau de qualité, au même prix? Encore une fois, on n'a pas les informations, ni toi ni moi, mais c'est pas si simple. Bref, c'est là où... Et en terminant, je veux parler à l'écolo en toi. Est-ce que tu es fier de Stephen Guilbeault? D'une certaine façon, je vais te faire une petite confidence. Moi, avant que Stephen Guilbeault ne se lance en politique, j'ai été invité chez quelqu'un là, dans une petite conversation de salon et c'était Stephen Guilbeault, le candidat, qui nous disait pourquoi il voulait se lancer en politique. Puis c'était sur le plateau Mont-Royal, là, au lieu du Québec solidarisme. Là. Et je te dirais qu'autour de cette petite salle, tu avais bien des gens de bobos, là, un peu comme toi puis moi, là, gagnent bien leur vie. Là, il y avait un beau canapé. Là, puis la question principale qui lui était posée par cette petite audience, c'était pourquoi tu t'en vas au Parti libéral? C'était comme cette espèce de découragement. Franchement, Justin Trudeau. Puis il disait, lui, pendant longtemps, M. Guilbeault, il a été impliqué avec Équiterre, puis avec des organismes. Puis il disait, puis honnêtement, j'aime plutôt Stephen Guilbeault, il disait, il faut jouer la game de ces gens-là. C'est sûr que de casser des patentes, puis monter le pont Jacques-Cartier, c'est spectaculaire, mais la façon qu'on va faire avancer les enjeux de climat puis décarbonation, c'est en rentrant dans la patente, puis en faisant, du policy, là, en négociant des ententes, puis il dit ça, là, c'est pas spectaculaire, on m'invite pas pour en parler parce que c'est des textes de loi, puis ça demande des portes closes, puis d'écrire des textes, mais c'est là où je pense que j'ai le plus d'impact. Fait que je pense qu'il s'est présenté honnêtement en politique pour la bonne raison. Il a avalé des couleuvres là, au patrimoine là, la première fois, là, on l'a pas mis à l'environnement, ce qui était quand même, tu comprends,
t'as une compétence, une passion dans la vie, t'es élu, t'es nommé ministre, mais d'une autre affaire. Ben oui. OK, je vais faire de la culture puis du cinéma. Il a fait ça. Il a rongé son frein, puis enfin, il a eu son moment à l'environnement. Puis ce qui est très ingrat, j'ai jamais fait de politique, puis je pense jamais en faire, Richard, mais c'est que, tu sais, même les meilleurs, là, regarde Christian Dubé, là, on l'aime ou on l'aime pas, mais Christian, je pense pas qu'il est là pour les mauvaises raisons. Là. Tu sais, lui, il pensait qu'il pouvait... Mais t'es jamais juste ministre pour 3 ans ou 4 ans. Tu sais, c'est qui le ministre qui a été là pendant 15 ans? Tu sais, personne. Tu sais, des ministres, là, ça va, ça vient, puis là, t'envoies Drainville à l'environnement. Tu sais, tu veux-tu raconter une blague? Tu sais? Mais... non, mais c'est qu'ultimement, ces postes-là, ils sont pas pérennes. Fait que ta capacité à vraiment influencer comme ministre la conduite des choses est assez limitée. Stephen Guilbeault a fait ce qu'il pouvait pendant qu'il était là. Ça l'a impliqué la taxe carbone, ça a impliqué des moratoires, mais la première affaire qu'on sait, c'est qu'il a été tassé. C'est qui l'a remplacé à l'environnement, Richard? Personne le sait. Ben, je sais pas, moi non plus, parce que tout le monde s'en fout, parce qu'on a mis un espèce de poteau puis qui va vraiment rien faire. Je veux dire, c'est quoi qui fait le ministre de l'Environnement? Mais là, il vient de lever les feutres, là. Il vient de lever les feutres, Stephen Guilbeault, parce qu'il y a eu une entente entre Mark Carney et l'Alberta sur un oléoduc. Puis là, Stephen Guilbeault, il a dit c'est la goutte qui fait déborder le vase. Là. Ah oui, mais je veux dire, depuis que Mark Carney est élu, tout ce que Stephen Guilbeault a passé son mandat comme ministre de l'Environnement à fabriquer a été déconstruit. Là. La taxe carbone n'est plus là, on fait des pipelines, on lance des grands projets de gaz méthanier partout. Je veux dire, franchement, je suis étonné qu'il ait survécu aussi longtemps dans ce gouvernement. Puis c'est quand même étonnant, tu sais, de Mark Carney qui a été un des instigateurs de ces grandes initiatives internationales pour la décarbonation, puis avec les Nations Unies, puis qui a écrit un livre qui s'appelait Values, dans lequel il montre que le long terme et la sauvegarde de l'humanité, c'est plus important que le court terme, qui fait exactement le contraire. J'aime bien Mark Carney, mais je t'avoue que je commence à être de plus en plus cynique là, à force de le regarder faire des petits mots. Merci Francis, à demain, salut.